Aujourd'hui, on a la chance d'être avec deux associations, donc Road to Impact et Reboot, et on va tous pouvoir se présenter. Alors, c'est moi qui attaque avec. Donc, je vais commencer par me présenter et après, je vais laisser la parole. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Marine et je suis donc la fondatrice de l'école Indigo. Donc, Indigo, qu'est-ce que c'est? Indigo, c'est l'école pour intégrer plus de responsabilités au sein de son métier. Donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre à chaque collaborateur de pouvoir agir dans son métier, parce qu'on est persuadé au sein d'Indigo que la responsabilité sociale et environnementale, c'est super important et qu'il faut absolument que ça se diffuse au sein de toute l'entreprise. Et que pour ça, il faut vraiment permettre en fait à chaque métier d'intégrer cette brique et ces compétences-là, particulièrement à son métier. Donc, du coup, voilà, on est une nouvelle école de formation professionnelle et on fait des formations spécialisées pour chaque métier. Et donc, qu'est-ce que c'est que Indie Club? Indie Club, c'est notre rendez-vous. Notre objectif, c'est d'en faire au moins un par semaine où on fait intervenir des experts, des professionnels qui nous parlent de leur expérience et du terrain et avec qui on peut échanger, du coup, former un véritable club et une communauté pour pouvoir échanger sur les sujets de responsabilité. Voilà, et donc vous pouvez regarder notre site internet Join Indigo, nous suivre sur LinkedIn ou bien sur notre groupe Meetup pour être au courant de nos prochains rendez-vous. Et je laisse la parole à Melchior pour qu'il nous raconte un peu l'association Reboot. Bonjour à tous, du coup je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour co-organiser cet événement avec Marine et Indigo. J'ai fondé avec Étienne, Héloïse et Clara une association qui s'appelle Reboot. Donc on est une association qui promeut l'intégration des enjeux environnementaux dans le secteur de la finance, et en particulier dans les formations en finance. Donc on vient de 4 écoles différentes et on a 3 missions, parmi lesquelles organiser un bootcamp, c'est-à-dire 8 sessions de formation. On a eu un premier bootcamp en mars-avril. Être une source d'information, donc on écrit pas mal d'articles de blog et on est assez actif sur les réseaux sociaux, et engager une communauté, développer un think tank. Concrètement, c'est s'intégrer dans des groupes de travail et voilà, promouvoir la vision des étudiants sur ces sujets. Et donc, je suis super content d'accueillir aujourd'hui Yovan et Tanina de Road to Impact pour parler ensemble de ce sujet, sachant que nous quatre, on est les quatre passés par des fonds Impact, donc on connaît un petit peu le sujet. Ravi d'intervenir à tes côtés, Melchior, et ravi d'intervenir aux côtés d'Indigo et de Reboot. Du coup, rapidement pour présenter Road to Impact. Road to Impact, c'est donc une learning expedition sur l'impact investing à l'international. Et pour reprendre rapidement la genèse du projet, donc on est une équipe de 3 personnes. Donc Tanina qui est ici, Arthur qui n'a pas pu venir et moi. On s'est rencontrés lors de la participation d'un concours BPI France sur l'avenir du financement de l'innovation. Et en fait, on a gagné ce concours. Et suite à ça, on a décidé de continuer sur un des sujets qu'on avait identifié, qui était l'impact investing. Et donc, on a fait une étude de marché sur l'impact investing en France. On a rencontré un petit peu tous les acteurs du domaine. Et on a ensuite formé un comité de 8 experts du domaine qui connaissaient très bien le sujet et très présents dans l'écosystème pour pouvoir monter Road to Impact avec eux que Tanina va présenter. Enchantée, ravie d'être là. Merci Reboot et Indigo pour l'invitation. Du coup, rapidement, donc Road to Impact, c'est un projet de Learning Expedition sur le sujet de l'impact investing en France et international. Donc en fait, concrètement, ce qu'on a fait, c'est que pendant 4 mois, on est parti à la rencontre d'une centaine d'acteurs du secteur, donc des fonds impact, des réseaux, des banques, des associations, des startups dans 8 pays différents, donc principalement en Europe et en Amérique du Nord, avec 2 objectifs. Tout d'abord, comprendre leurs différentes pratiques, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde faisait un petit peu des choses différentes. Et un deuxième gros objectif qui était de partager un petit peu nos apprentissages pour participer, nous, à notre niveau, à faire connaître ce domaine.
Voilà un petit peu pour Road to Impact. Canon, merci beaucoup pour ces présentations et moi aussi je suis ravie de faire ce deuxième Indie Club avec vous. Du coup, maintenant, c'est à vous. On a envie de savoir qui vous êtes. Et donc, du coup, si vous pouvez nous partager dans le chat voilà, qui vous êtes, ce que vous faites comme métier, éventuellement pourquoi vous êtes intéressé, ou bien sinon, pour savoir un peu qui sont nos interlocuteurs, c'est hyper intéressant d'avoir en fait votre niveau de connaissance sur les fonds à impact. Et donc, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite note donc, entre 1 et 5. Avec 1, c'est la première fois que j'entends parler d'un fonds à impact. Et 5, je travaille dans l'impact investing. Voilà. Et après, à vous de jauger entre 1 et 5. Voilà. Si vous pouvez nous partager dans le chat, ça va nous permettre également d'adapter le discours. Donc, Mélina, 2, OK. Plutôt novice, tu en as déjà entendu parler. Rémi, 5. Ah ouais, d'accord. On bosse dedans, quoi. 4, 5. Quatre, 2. Ah, bah il y a un peu de tout. Il y a pas mal de gens qui s'y connaissent quand même pas mal. Et après, il y a quand même des gens pour qui c'est un peu nouveau, quoi. D'accord, ok. Bon, bah voilà, il y en aura pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas, s'il y en a qui ont du mal à suivre, à poser des questions dans le chat. On va vraiment faire super attention à ce que ça soit compréhensible pour tout le monde. Top. Alors, donc, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Donc, voici ce sur quoi nous avons échangé avec les différents interlocuteurs de cet Indie Club. Donc, dans un premier temps, on va regarder les définitions de l'impact investing et des fonds de VC. Ensuite, on va regarder comment ça fonctionne concrètement à l'intérieur d'un fonds à impact. Et ensuite, regarder les concepts clés à comprendre. Donc, le concept d'additionnalité, de mesure et la spécificité du retour sur investissement pour l'impact investing. On regardera ensuite les bonnes pratiques et enfin, on réfléchira sur l'avenir de la finance, est-ce l'impact investing? Et je laisse enfin la main à Melchior qui va animer tout ça et commencer par les définitions. Merci Marine. Du coup, effectivement, ce qu'on voulait commencer par faire, c'est poser un petit peu quelques définitions, étant donné que on met en opposition les fonds à impact et les fonds de VC classiques, pour que tout le monde soit à peu près au même niveau de compréhension du sujet. On s'est dit qu'il était bien de faire un rappel sur ce qu'est un fonds d'investissement, en particulier en capital risque. Du coup, est-ce que, Yovan, tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est un fonds de VC, s'il te plaît? Bah, je vais laisser Tanina le faire, elle le Ok, fait très bien. complètement. Ouais, alors peut-être rapidement, dans un premier temps, revenir sur peut-être la structure, si c'est parce que dans le chat, apparemment, certains n'ont pas trop entendu parler, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Au niveau de la structure, donc tout simplement, un fonds impact, un fonds, pardon, de VC est constitué en société de gestion. Donc cette société, elle va en fait gérer l'argent donc de ce qu'on appelle les limited partners. Donc les investisseurs en capital du fonds, donc ils peuvent être ça peut être tout type d'acteurs, des banques, des assurances, des fonds de pension, ou tout simplement des gens qui ont un capital financier assez important. Et donc pour la structure, voilà un petit peu comment c'est structuré. Et ensuite, c'est une équipe de gestion qu'on appelle souvent sponsor qui va un petit peu gérer ce fonds-là. Donc, une fois que le fonds est constitué, il va tout simplement déployer son capital en prenant des parts dans des très jeunes entreprises, donc des startups, donc qui vont, elles, être sélectionnées un petit peu en fonction de leur cohérence avec la stratégie du fonds. Donc ensuite, le fonds, sa mission principale, ça va être donc de sourcer, analyser, sélectionner, financer et ensuite accompagner ces entreprises-là afin de maximiser leurs chances de réussite et donc aussi de réussite mais aussi de rendement financier. En termes peut-être d'objectifs, on peut dire, je pense, sans trop prendre de risques, que les fonds de VC ont tous des objectifs un petit peu différents, mais
avec un objectif quand même commun pour que ce soit des VC impact ou des VC plus classiques, ça va être de réaliser des rendements financiers. Donc rendements financiers qu'en fait ils vont percevoir lors de la revente de leur part pendant ce qu'on appelle l'exit, donc la sortie de l'entreprise du fonds. Et pour les fonds impact, puisque c'est aussi un petit peu le sujet aujourd'hui, leur particularité, ça va être qu'en plus de cet objectif de rendement financier, ces fonds vont avoir une mission, et notamment celle d'avoir un impact, un autre objectif, donc avoir un impact positif, social et ou environnemental. D'accord, donc si j'ai bien compris, Tanina, ça veut dire que dans les deux cas, il y a un rendement financier qui est quand même un objectif, mais après, pour l'impact investing, il y a une mission supplémentaire qui est d'avoir un impact positif. Ouais, c'est un objectif supplémentaire. Et ensuite, les rendements financiers pour on en parlera plus tard, mais pour les fonds impact, il y a aussi une particularité sur les rendements financiers qui vont varier, en tout cas le niveau va varier en fonction de la stratégie du fonds. Mais globalement, oui, ce seraient les deux objectifs d'un fonds impact. Ok, d'accord. Très clair. Ce que je peux rajouter, Marine, c'est que donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de manière générale, un fonds, c'est une poche d'argent qui a une durée de vie limitée, en général 10 à 12 ans, pendant lesquels il y a une phase d'investissement pendant 5 ans, 5 à 7 ans, puis une phase de désinvestissement. Donc, dès le départ, c'est ancré au moment de l'investissement que les investisseurs sortiront du capital dans l'objectif de réaliser une plus-value. Et pour les fonds impact, en plus de chercher à délivrer de la performance financière, ils cherchent aussi à délivrer de la performance extra-financière aux investisseurs institutionnels qui ont investi dans le fonds. Et donc, à ce titre, l'équipe de gestion va chercher des entreprises qui correspondent à la thèse d'investissement du fonds, c'est-à-dire à son scope, à sa grille de critères, qui va chercher plutôt des impacts positifs à la fois sur la société, sur les hommes, et sur l'environnement. Donc, de plus en plus, on voit des fonds qui sont spécialisés, par exemple, sur le climat, mais il y en a aussi plus au niveau de l'impact social. D'accord. Et ça existe depuis combien de temps, l'impact investing? Depuis à peu près une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Le terme est arrivé au début des années 2000 avec la fondation Rockefeller notamment. Mais en réalité, il y avait déjà des types d'investissements qui correspondent à l'impact investing, même si à l'époque, ils n'étaient pas appelés comme ça. Le terme est assez récent, mais au début des années 2000, on peut par exemple parler de Jed Emerson qui avait déjà parlé de blended value. Donc cette façon un petit peu cette nouvelle approche de la valeur qui comprend la valeur financière et une valeur extra-financière pour une entreprise. Ok, super intéressant. Bon, je ne vous prends pas plus de temps sur les définitions, sauf s'il y a des questions parmi notre chat, mais j'en vois pas. Et du coup, je vous propose qu'on passe à la question 2, c'est-à-dire comment ça fonctionne à l'intérieur d'un fonds impact. Oui, du coup, la première question qui nous paraissait intéressante d'étudier, c'est comment travaille un analyste dans un fonds. J'ai vu parmi les présents qu'il y a des analystes dans des fonds impact, donc ils se reconnaîtront et n'hésitez pas si vous voulez rajouter des choses. Donc concrètement, un analyste, donc comme je disais, doit analyser des entreprises selon une thèse d'investissement en général, qui peut être plus ou moins large, selon des secteurs, selon un stade de maturité, selon le ticket, le montant de l'investissement que recherche l'entreprise. Et donc, la particularité dans les fonds à impact, c'est qu'on va notamment chercher une certaine intention chez les entrepreneurs de générer un impact positif sur les gens, sur l'environnement,
Cet impact positif, cette contribution positive doit être mesurable dans le temps. Donc, l'objectif, c'est que voilà, on puisse avoir une idée lorsqu'on reçoit les documents à destination des investisseurs. Grosso modo, c'est une petite présentation stratégique de l'entreprise. On puisse avoir une idée de la vision de l'entrepreneur, c'est-à-dire est-ce qu'il a créé son entreprise dans le but de répondre à un enjeu social ou environnemental, et si oui, est-ce que la solution nous paraît pertinente par rapport à ce besoin? Et ce qu'on va étudier notamment, c'est l'urgence et la grandeur la taille de ce besoin. Est-ce que ce besoin a par exemple été identifié par les Nations Unies ou l'État français, voilà, ou des grandes ONG? Et donc cette lecture, elle vient compléter, je dirais, le besoin client qui est le cœur et le marché, le potentiel de marché, qui est le cœur de l'analyse d'un analyste dans un fonds classique. Donc, Melchior, ça voudrait dire que tous les analystes qui travaillent dans des fonds à impact, ils sont experts sur ces sujets? Ils sont capables de prendre des décisions et de savoir ce qui est urgent ou pas urgent? Je dirais pas qu'il faut nécessairement être expert sur tous les sujets, justement parce que en fait, tu vois plein de secteurs différents, plein de modèles économiques différents. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir une appétence pour tous ces sujets, une certaine curiosité et une certaine façon de réfléchir pour donner de la valeur au fait que l'entreprise cherche, en plus d'être rentable, de se développer, cherche à répondre à des problèmes sociaux, environnementaux. Et donc, typiquement, c'est un peu de culture générale, par exemple, en lien avec la transition écologique, donc sur les sujets d'énergie, d'économie circulaire. Voilà, par exemple, l'économie circulaire, je sais que c'est un sujet qui est à la mode, mais en fait, il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément ce concept. Et concrètement, c'est toutes les solutions de recyclage, de reconditionnement, de réparation des objets, d'allongement de la durée de vie des produits. Voilà, c'est ça. Et donc, sans être expert, en fait, tu vas notamment aller parler avec des experts pour t'acculturer sur ce sujet. Et on te demande d'aller creuser en profondeur à partir d'entreprises qui viennent postuler pour ton fonds, ou alors à l'inverse, si tu fais, donc ça c'est plutôt une logique de ce qu'on appelle le screening, et si tu fais plutôt du sourcing, c'est-à-dire que tu es proactif dans ton approche, tu vas chercher des entreprises, alors là, c'est plutôt toi qui te dis, ok, par rapport à notre thèse d'investissement, il y a tel sujet qui nous intéresse, admettons dans l'économie circulaire. Nous, on veut creuser la question du reconditionnement, je sais pas, pour les vélos électriques. Et du coup, tu vas vraiment creuser ce sujet à la fois avec des articles, en parlant avec Fais des recherches. D'accord. Et du coup, toi qui bosses pour Maïf Impact, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? C'est quoi la thèse d'investissement? Peut-être que juste, je voulais rajouter un point Ouais. avant sur le fonctionnement le travail d'un analyste pour compléter. Donc vraiment, l'objectif de l'analyste, comme l'a dit Melchior, c'est d'analyser, bien sûr, mais c'est surtout de sélectionner en fait les meilleures startups dans lesquelles il va investir parce qu'il va recevoir beaucoup de dossiers différents. Et donc, pour ça, il va regarder deux types de critères. Enfin, plusieurs critères. En fait, ce qui différencie surtout les fonds impact des fonds classiques, c'est qu'ils ont des critères supplémentaires. Et donc, pour un VC classique, donc, il va y avoir les critères classiques qui vont être analysés par les analyses. Donc, d'abord, les critères business et financiers avec le business model, la traction, le marché, la scalabilité et le chiffre d'affaires. Il va y avoir les sujets humains aussi avec l'équipe,
les entrepreneurs avec les hard skills et les soft skills. Il va y avoir aussi tout ce qui est risque et concurrence. Et au niveau des fonds impact, il va y avoir des critères différents, du coup, où on va creuser tout ce qui est l'analyse de l'impact environnemental, comme le disait Melchior, ou l'analyse de l'impact social. Il y a ces critères-là qui sont supplémentaires, plus le critère d'intentionnalité de l'entrepreneur. Donc voilà la différence à ces deux Ouais, niveaux. d'accord. Et ces critères-là, c'est une grille pour tout le monde ou bien c'est globalement des critères? C'est normé en fait, ça ou pas? Alors aujourd'hui, ça l'est pas encore. Et en fait, les fonds impact ont des thèses très différentes les unes des autres. Et d'ailleurs, Melchior va présenter la thèse de Maïf Impact. Mais tous les fonds ont une vision assez différente aujourd'hui. Nous, on en a pu rencontrer beaucoup pendant notre projet. Et comme c'est un univers qui est encore en train de se structurer, bah, tous les fonds ont des manières de mesurer différemment, et Tanina reviendra sur ce sujet plus tard. Ok. Effectivement, enfin, ce que j'ai pas dit, c'est que donc j'ai fait un rapport d'apprentissage sur ce sujet. Est-ce que les fonds de VC Impact apportent une réelle plus-value différenciante par rapport aux fonds de VC classiques? Et du coup, j'ai pu interviewer une dizaine d'investisseurs et j'ai vu des pratiques très différentes. Il y en a qui effectivement ont des grilles d'analyse, d'évaluation au niveau notamment de l'impact. Sur la vision de l'entrepreneur, sur est-ce qu'il a déjà mesuré son impact positif ou non, sur la taille du besoin, la pertinence de la solution par rapport aux besoins. Donc, au sein de Maïf Impact, on a ce genre d'outils. Et donc, donc, c'est un fonds qui appartient au groupe Maïf. C'est ce qu'on appelle un fonds corporate. Et donc, on investit dans 3 grands champs qui correspondent à la politique du groupe Maïf. Déjà, développer l'égalité des chances dans l'éducation, la formation, l'accès à la culture, à l'emploi. Ensuite, ce qu'on appelle développer des nouvelles formes d'entraide. Concrètement, c'est surtout des sujets de redynamisation des territoires et entraide entre les générations. Et le 3e grand champ, c'est sur l'économie circulaire. Dernièrement, pour vous donner 2 exemples, on a investi dans le Drive to Nu. C'est un réseau de supermarchés avec des produits locaux qui sont consignés. Voilà, pour lutter contre la surconsommation d'emballage plastique. Et on a investi dans Coloris, qui est une solution plutôt d'éducation numérique pour les enfants, avec une logique d'égalité des chances, et notamment par son modèle économique, on y reviendra après. Et on investit entre 500 000 et 1 million en ce qu'on appelle en série A, c'est-à-dire après que l'entreprise ait prouvé qu'elle a un petit peu de traction commerciale, quelques clients, quelques revenus récurrents. On ne t'entend plus, Marine. Pardon, excusez-moi, j'ai coupé le micro. Ok, juste Melchior, j'ai pas bien compris. Vous avez la première boîte dans laquelle vous avez investi, je trouvais ça hyper intéressant. Et Drive to. Le Drive to Nu, ils sont à Toulouse et maintenant à Lille et bientôt partout en France. Et donc, c'est des drives zéro déchet. Donc, c'est comme, j'allais dire, au McDo, sauf que tu prends des produits qui sont locaux et qui sont sous emballage avec des contenants réutilisables. Beaucoup de verre, mais pas que. Trop bien, ok. Top. Est-ce que ça vous va si on passe sur la partie 3, donc les concepts clés à comprendre? Parfait. Je vous laisse aller. Du coup, il y a 3 concepts qui sont clés à comprendre dans l'investissement impact et qui font la différenciation avec les fonds de VC classiques, même si on verra qu'il y a des limites à ça. C'est les concepts d'additionnalité, de mesurabilité et donc d'intentionnalité dont on a déjà parlé. Le premier concept, c'est l'additionnalité.
Et donc, l'additionnalité, pour faire simple, c'est ce qui est capable d'apporter le fonds, les investisseurs, en plus pour maximiser l'impact des participations. Donc, les participations, c'est les entreprises dans lesquelles il a investi. Donc, il y a l'additionnalité des fonds à impact, elle se traduit de différentes manières, notamment par sa capacité à investir dans des entreprises qui ne seraient pas investies par des fonds de VC classiques, parce qu'elles ont des modèles économiques un peu particuliers, par exemple, qui s'adressent surtout aux collectivités locales. Bon, c'est moins le credo des fonds de VC classiques qui cherchent des modèles scalables très rapidement, plutôt idéalement en B2B, mais il y a aussi pas mal de fonds qui investissent en B2C. Donc voilà, c'est une première chose. Si le marché est un peu moins grand, s'il est un peu particulier, par exemple, donc je parlais de Coloris, qui est un modèle en B2G, donc c'est-à-dire qui vend aux collectivités qui vont organiser ces ateliers pour enfants au numérique dans les classes. Je pourrais aussi parler de Moby10 ou Marguerite, voilà, qui sont des entreprises un petit peu avec le même modèle. Et l'additionnalité de fonds impact réside également dans leur capacité à exiger des taux de rentabilité qui sont peut-être un peu différents des fonds classiques. Mais ça, bon, on pourra en reparler. Donc, ce que tu es en train de dire, Melchior, c'est que du coup, il y a des entreprises qui n'auraient pas trouvé de financement qui vont pouvoir en trouver grâce au développement de l'impact investing. C'est ça. D'accord. Parce qu'elles adressent un marché qui est un peu plus petit, parce que c'est des sujets plus novateurs, ou alors parce que elles ont un modèle économique qui est très particulier. Et dernière chose, c'est que en fait, dans la gouvernance, parce que donc quand on investit, souvent, la plupart du temps, c'est l'objectif de la majorité des investisseurs, c'est de prendre une place au comité stratégique dans la gouvernance de l'entreprise. Et donc là, les fonds impact ont pour mission d'être les garants du suivi de l'impact, de la contribution positive de l'entreprise au fur et à mesure du temps. Ok. Voilà. Et concrètement, ça se traduit comment? C'est-à-dire qu'elles sont présentes et comment elles peuvent mettre une pression? Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça. Concrètement, en plus d'avoir une certaine exigence vis-à-vis des dirigeants sur la rentabilité financière de l'entreprise, en plus, ils vont demander un certain suivi, de l'impact au fur et à mesure du temps. Notamment dans les boards, voilà, il y a une partie du temps qui est allouée à ce sujet. Et comme je disais, il y a aussi deux autres concepts qui sont la mesurabilité et l'intentionnalité. Et du coup, je vous propose de parler de la mesurabilité avec To Impact. Ouais. Alors peut-être sur la mesure, je pense que c'est d'abord important de comprendre un peu son rôle, le rôle qu'elle a dans l'impact investing. Donc comme l'avait dit Melchior, la mesure, c'est vraiment une des caractéristiques principales de l'impact investing. Et son rôle, ça est tout simplement de prouver, de faire la preuve de l'action du fonds et de l'entreprise. Ça va être aussi une façon de prouver leur intentionnalité, parce que tout simplement, on peut pas se targuer d'être un fonds impact si on ne prouve pas concrètement qu'on a un impact positif. Donc, c'est notamment une des armes les plus efficaces contre le greenwashing, par exemple.
Et donc voilà pour un petit peu son rôle et ce qu'elle permet et ce que permet la mesure. La mesure, ça va être aussi, Melchior l'a rapidement évoqué, mais ça va être aussi une façon de vraiment suivre un petit peu la trajectoire d'impact de l'entreprise. Et pour un fonds impact, ça va être une façon de tout simplement s'assurer que l'entreprise ne dévie pas de cette trajectoire d'impact. Mais aujourd'hui, dans le monde de l'impact investing, la mesure, ça reste un enjeu et elle fait aujourd'hui face à certaines limites. Donc, je pense qu'on peut évoquer deux principales limites. La première que j'évoquerai, c'est la difficulté de la mesure. Aujourd'hui, mesurer l'impact d'un fonds, mesurer l'impact d'une entreprise, ça implique un investissement en termes de ressources humaines, ça implique des connaissances de développement d'une méthode, mais ça implique aussi parfois des investissements financiers, ce dont ne sont pas toujours capables des fonds qui sont souvent des petites équipes ou des entreprises qui sont vraiment en phase de développement, donc aussi des petites équipes et qui ont un peu d'autres sujets prioritaires. Et la difficulté qu'on retrouve aussi dans la mesure, c'est le côté un peu subjectif aussi de la mesure d'impact. Parce que autant pour un impact environnemental, si on peut parfois trouver des données, mesurer grâce à des données un peu plus tangibles, comme par exemple le montant de CO2 économisé, non émis, etc. Pour par exemple un impact social, là, ça va être plus complexe et plus objectif. Je veux dire, je pense que c'est... Et du coup, c'est le fonds d'investissement. Enfin, c'est le fonds qui va se donner, qui va faire lui-même sa mesure, ou bien il va faire appel à une agence extérieure? Alors, en général, ils vont mesurer leur impact, mais c'est surtout, ils vont utiliser les données des entreprises. Parce que celles qui ont un impact positif direct, c'est quand même les entreprises. Donc, ils peuvent accompagner, ces fonds-là peuvent accompagner ces entreprises dans leur mesure. Et donc, ils vont servir ces données-là pour ensuite les synthétiser et mesurer l'impact du fonds, donc l'impact que le fonds a indirectement via ces entreprises-là. Mais du coup, effectivement, c'est la première difficulté. Mais par exemple, donc ce que je disais pour un impact social et pourquoi ça peut être très subjectif, par exemple, mesurer l'impact qu'un produit ou un service a pu avoir sur la trajectoire de vie de quelqu'un, c'est quand même très compliqué et ça implique des hypothèses assez subjectives. Et puis la deuxième limite, et je passerai peut-être la parole à Jovan Makers s'ils ont d'autres choses à ajouter. Selon nous, la deuxième limite, c'est le manque d'harmonisation dans le secteur, le manque d'harmonisation des méthodes. Aujourd'hui, nous, de ce qu'on a pu voir en Europe et en Amérique du Nord, on a surtout deux cadres de mesure qui sont un peu globalement admis. C'est les 5 dimensions de l'Impact Management Project et IRIS+, du GIN, donc Global Impact Investing Network. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, surtout en Europe, c'est que généralement, les fonds vont partir de ce type de cadre-là, un petit peu généralement admis, pour ensuite développer leur propre méthode de mesure, adaptée à leur secteur, adaptée au type d'entreprise. Et du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas les comparer. Exactement. Et donc, c'est le grand enjeu de l'impact investing, c'est l'enjeu de standardisation qui empêche les comparaisons nationales, internationales, mais aussi les comparaisons entre les différents acteurs. Et ça pose aussi des questions de transparence, puisqu'on n'a pas une seule et même méthode un petit peu admise par tout le monde. Et ce que je peux rajouter, c'est que en fait, la mesure, elle peut être importante parce que en fait, l'équipe de gestion peut obtenir un certain variable conditionné à l'atteinte d'objectifs d'impact des participations. C'est ce qu'on appelle le carried interest. Et donc, voilà, si en général, c'est conditionné à 50%, et je l'ai vu dans mes interviews, il y a quelques fonds qui l'ont mis en place et à mon avis, il faudrait que ça soit plus développé. L'idée, c'est que l'équipe de gestion soit intéressée elle-même à l'impact positif des entreprises dans lesquelles elle investit pour eh bien, en fait, driver la gouvernance de l'entreprise en n'axant pas uniquement sur la rentabilité financière, mais aussi en ayant un vrai suivi de l'impact, comme je disais précédemment, même si, bien sûr, voilà, il y a des limites, notamment le fait que ce soit à la discrétion de chacun pour notamment l'impact social. Mais il y a des audits qui peuvent être demandés
Et de plus en plus, il y a des cabinets de conseil qui évaluent tout ça. Je pense par exemple à Cirsa ou à Better Way, voilà, qui sont spécialisés là-dedans. Et peut-être. Et j'ai une petite question. Pardon. Non, vas-y, Marine, si tu peux poser une question. J'avais une question, c'était une entreprise, elle peut être financée par plusieurs fonds à impact. Et donc, en plus, ça veut dire que s'il y a 2 fonds à impact et que chacun demande des mesures différentes, l'entreprise, elle doit fournir à chaque fois des mesures différentes à chaque fonds? Enfin, des rapports différents? Non, je pense que elle va, enfin, c'est les mêmes données, à part s'il y a vraiment des demandes spécifiques expressément demandées par chaque fonds. Mais en général, elle va essayer de mesurer son impact un petit peu sur tous les axes importants. Et ensuite, ces données-là vont être traitées par les fonds. Généralement, ça se passe comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu autre chose, Mais peut-être. c'est globalement, du coup, les mêmes informations qui sont demandées, quoi. Ouais, pour l'avoir vu de l'intérieur, en fait, les actionnaires, ils se connaissent entre eux une fois qu'ils ont investi, et donc ils se mettent d'accord sur quelles données ils vont suivre ensemble, en fait. Et donc, du coup, l'entreprise n'a qu'à faire son rapport de mesure qu'une seule fois. C'est pas trop une usine à gaz avec 4 rapports à fournir. Non. Les entrepreneurs, ils puissent aussi rester focus sur le développement de leur projet, et la mesure, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, en général, les fonds préfèrent que ça prenne le moins de temps possible, même s'il faut que ce soit vraiment des données bien vérifiables et pas du greenwashing. D'accord. Okay. Bah, tu voulais dire quelque chose, Yovan? Je laisse la parole. Ouais, je vais le dire très rapidement, mais je voulais dire que pendant Road to Impact, le sujet de la mesure, c'était vraiment un sujet central. C'est revenu pendant toutes nos discussions, et c'est aussi le sujet central en ce moment de toutes les conférences qu'il y a sur l'impact investing, et ça revient dans la bouche de tous les acteurs. Et à ce niveau-là, en fait, il y a des choses qui sont en train d'être faites, notamment au niveau européen, où il y a vraiment de plus en plus de travaux au niveau de la Commission pour créer justement une standardisation de cette mesure-là. C'est déjà quelque chose qui est en train d'être fait sur les sujets ESG, mais c'est en train d'arriver sur la mesure de l'impact. Et donc ça avance, et c'est quelque chose qui va permettre à l'écosystème d'avancer pour l'impact investing. D'accord. Tu veux parler du retour sur investissement, Yovan? Ouais, du coup, une des particularités aussi des fonds impact, c'est retour sur investissement. En fait, pour une raison bien simple, c'est que les fonds de VC classiques, ils ont un seul objectif, c'est le retour sur investissement. Donc, ils vont tout faire pour avoir le plus de rendement. Mais de leur côté, les fonds de VC à impact, ils vont avoir le retour sur investissement d'un côté et leurs objectifs d'impact de l'autre. Donc, en fait, à ce niveau-là, sur le retour sur investissement, on va avoir des visions très différentes des acteurs. Et en fait, on peut les classer un petit peu en 2 groupes. Donc, il y a les acteurs dits Impact First, qui vont chercher vraiment à avoir le plus d'impact possible, quitte à avoir des TRI, donc des retours sur investissement plus faibles que la moyenne du marché. Et donc, dans ce type d'acteurs, on peut retrouver par exemple Fitrust en France ou Investir et Plus. Et on a des acteurs Finance First qui, eux, vont rester sur des objectifs de TRI classiques de VC, donc compétitifs, avec des objectifs vraiment d'avoir le plus de retour sur investissement possible, tout en ayant un impact au maximum. Et donc là, on peut retrouver des fonds comme Citizen Capital ou le fonds Racine Carrée de Serena et de Make Sense récemment aussi en France. Mais en vérité, sur cette vision Finance First, je trouve qu'elle est un peu biaisée et qu'en réalité, on ne devrait pas dire Finance First, mais en réalité, ces acteurs, ils cherchent à maximiser les deux en même temps. Donc, ils n'essayent pas forcément de maximiser leur retour sur investissement, mais vraiment de maximiser les deux en même temps, en fait, en expliquant que quand une entreprise a un impact au cœur de son business model, si celle-ci croît, en fait, son impact va croître en même temps, et donc l'impact de l'entreprise est intimement lié en fait au retour sur investissement, puisque le retour sur investissement va être lié
au développement de l'entreprise dans le temps et sur sa capacité à croître rapidement pour ensuite revendre les parts. Et donc, si elle croît rapidement, son impact va croître rapidement aussi. Et donc, je trouve que la vision un petit peu finance first est un peu biaisée. Mais voilà, il y a ces deux types de grandes familles. Et peut-être pour aller juste un petit peu plus précis, pour être un peu plus précis, on a surtout vu que les fonds ayant un impact social ont plus de mal à générer des TRI importants. Donc, c'est eux qui vont être en général plus impact first. Et les fonds qui recherchent un impact environnemental vont avoir souvent des TRI plus classiques, notamment parce que ils vont pouvoir investir sur des sujets tech et green tech qui sont très facilement scalables, c'est-à-dire que les projets vont pouvoir croître rapidement, ce qui va générer des TRI importants. Et donc, on a vu des fonds qui avaient même des TRI plus importants que la moyenne du marché du VC classique. Donc, il y a vraiment des visions très différentes. Et le message, en fait, que je voulais faire passer à ce niveau-là, c'est que le retour sur investissement, ça dépend en réalité de la thèse du fonds et de ses objectifs. On va avoir des fonds qui vont être mis en place par des fondations où là, ça va être de la venture philanthropie et ils vont pas avoir des objectifs de retour sur investissement très importants et ils vont pouvoir financer des projets différents comme l'a dit Melchior tout à l'heure. Et on va avoir des fonds aussi donc avec des visions finance first. On a vu un fonds impact qui a été mis en place par Goldman Sachs. Et là, vous imaginez bien que l'objectif de retour sur investissement, il est assez important. Si je peux rajouter un mot, c'est que effectivement, c'est aussi lié à l'intensité technologique que demandent les fonds, à mon avis. C'est-à-dire que plus un fonds est impact first, moins il va avoir d'exigences d'une grosse techno avec beaucoup de barrières à l'entrée, c'est-à-dire beaucoup de propriété intellectuelle, etc. À l'inverse, moins il est impact first, disons, plus il va s'intéresser à la technologie, à son intensité, voilà. Et aussi, en fait, l'une des limites que j'ai pu identifier dans mon rapport, c'est en fait le post-investissement. C'est-à-dire que là, on parle d'investissements qui durent, voilà, en gros, 5 à 7 ans en général. Et derrière, que fait-on des parts? Donc, en général, soit il y a deux options. Soit les parts sont revendues à un fonds d'investissement plus gros et qui investit à des stades de maturité plus avancés, soit les parts sont revendues à un grand groupe ou à une start-up assez développée. Et du coup, il se pose la question de la continuité de la mission de l'entreprise et de la pérennisation de l'impact au cœur du projet. Et donc, ça, c'est une grosse question. Et donc, à mon avis, c'est aussi une limite de l'impact. Ça, on pourra peut-être en reparler dans les bonnes pratiques, mais il y a des fonds qui ont un peu trouvé des solutions à cet enjeu-là. Donc, peut-être que dans les bonnes pratiques, on pourra en parler. Go sur les bonnes pratiques, alors, c'est parti. Ok, d'accord. Rapidement, peut-être sur les bonnes pratiques, avant de rentrer dans le détail de peut-être petits exemples les exemples que nous, on a pu voir sur le terrain, on a pu observer un petit peu des pratiques communes à la plupart des fonds qu'on a rencontrés, qui en fait sont propres au processus d'investissement des fonds impact. Donc peut-être en amont de l'investissement, donc pendant la phase de sélection, on a pu observer des bonnes pratiques, comme par exemple essayer d'évaluer le potentiel d'impact de l'entreprise, évaluer l'intentionnalité des entrepreneurs pour s'assurer qu'ils ont une vraie mission d'impact et que c'est pas seulement opportuniste. Mener des études aussi sur la capacité, en tout cas essayer de mesurer la capacité de mesure de l'impact de l'entreprise pour pas se lancer dans un investissement où on pourra pas vraiment mesurer l'impact de l'entreprise. Pendant la période d'investissement, on a aussi d'autres bonnes pratiques qu'on a pu observer, notamment au niveau de l'accompagnement. En fait, la plupart des fonds vont fixer des objectifs d'impact et des indicateurs de performance pour pouvoir suivre l'impact de l'entreprise tout au long
leur investissement. Donc, c'est des KPI d'impact. Donc, chaque semestre, chaque trimestre, ça dépend des fonds, mais il y a des régularités différentes. Mais ils vont faire des points avec l'entreprise sur ces objectifs-là, en fixer de nouveaux s'ils ont été atteints, pour vraiment essayer de mener à bien cette stratégie d'impact pour l'entreprise. Les fonds peuvent aussi accompagner les entreprises dans la mesure de leur impact. Donc, comme on a dit, c'est souvent difficile pour une entreprise de mesurer son impact par manque de moyens, notamment du capital humain, mais donc les accompagner à ce niveau-là. En plus tout ça, en plus de l'accompagnement un peu classique au niveau opérationnel, que peut apporter un fonds de VC. Et une autre bonne pratique intéressante qu'on a pas mal vue en Europe et qu'a évoqué Melchior, c'est l'indexation du carré d'intérêt sur ces objectifs d'impact. Donc, une fois fixés, ces objectifs d'impact vont aussi servir donc, de mesure, vont aussi servir à mesurer un petit peu le niveau de rendement et de retour que peuvent avoir les équipes de gestion. Et en fait, pour juste préciser ce qu'a dit Melchior sans revenir vraiment dessus, c'est qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus en Europe parce qu'en fait, le Fonds européen d'investissement qui investit dans beaucoup de fonds en Europe et dans beaucoup de fonds à impact, a en fait dans sa term sheet, donc dans le contrat qui lie un petit peu avec le fonds, mis qui voulait il a un petit peu imposé cette indexation-là sur le carré d'intérêt. Donc, ça commence à se développer et pas mal de fonds l'appliquent. Et peut-être pour parler un petit peu d'exemples, par exemple, en Allemagne, on a rencontré un fonds impact qui s'appelle Ananda Ventures. Et en fait, une des bonnes pratiques qu'on n'a pas beaucoup vues et c'était un des seuls acteurs qui le faisait, c'est qu'en fait, pour éviter justement, pour un petit peu contourner la possibilité que l'entreprise soit revendue à un fonds ou à une entreprise qui accorde une importance un peu moindre à sa mission d'impact, Ananda Ventures inscrit dans sa term sheet des options de sortie en cas de trajectoire d'impact d'une de ses participations et inscrit aussi des termes concernant l'exit. Donc c'est une façon un petit peu dès le départ, de mettre un petit peu des bases, d'assurer une trajectoire d'impact longue. On a aussi, par exemple, rencontré Conduite Capital en Angleterre, qui est un fonds un petit peu classique, mais qui s'intéresse à des sujets plus, à des sujets durables, plus environnementaux. Et en fait, pour vraiment inscrire sa trajectoire d'impact et sa stratégie d'impact sur le long terme et faire en sorte qu'elle soit le plus profonde possible, le fonds a décidé de monter une joint venture avec une association spécialisée dans le sujet en fait qu'ils comptaient adresser avec leur fonds. Donc c'est vraiment une façon, encore une fois, d'affirmer l'intentionnalité de ces fonds-là et de penser à des stratégies d'impact longues et profondes. Ok, super intéressant. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une vraie intentionnalité sur la longueur, en fait. C'est ne pas faire un one-shot et se dire que ça va durer dans le temps. Et du coup, les bonnes pratiques, ça va être beaucoup de comment on fait pour s'assurer que c'est pas un coup dans l'eau et que c'est vraiment dans le temps, quoi. Mais ça, c'est comment s'assurer pour que l'entreprise atteigne ses objectifs financiers et d'impact pendant l'investissement. Et ensuite, le niveau supérieur pour ces fonds-là et ce qui fait aussi preuve de leur intentionnalité et de leur action, ça va être de faire en sorte que ça continue sur le long terme. Donc, via des stratégies d'exit ciblées, il faut savoir aussi, un point important, c'est que les VC investissent à des niveaux de maturité très jeunes. Donc, à ce moment-là, ces entreprises-là sont quand même encore assez malléables, dans le sens où elles ont des stratégies qui peuvent encore un petit peu changer. Bon, ça dépend, je ne veux pas faire des généralités, mais on est en venture, donc à des niveaux en venture, on va jusqu'à la série B, peut-être maximum C pour certains. Et ensuite, au-delà de ça, ça commence à devenir des PME. Donc, c'est à ce moment-là qu'on shape aussi et qu'on construit la stratégie de l'entreprise. Et les fonds vont intervenir. Je veux dire, ils font partie, ils ont des parts dans cette entreprise-là, donc ils vont aussi un petit peu orienter leur stratégie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on intègre, qu'on n'ancre ou pas la mission d'impact au sein du business model de l'entreprise. D'accord, donc c'est un vrai accompagnement sur la durée. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques, Melchior et Yovan, que vous voulez partager ou
ou est-ce qu'on passe à notre partie numéro 5? Rapidement, moi, je veux juste évoquer qu'il existe aussi d'autres types de fonds que les fonds fermés, parce que Melchior t'avait présenté les fonds fermés, mais il y a aussi des fonds ouverts qu'on appelle Evergreen, et qui permettent justement de rester plus longtemps dans l'entreprise et du coup d'accompagner l'entreprise pendant plus longtemps et de mettre moins de pression sur les entrepreneurs pour faire du rendement et donc tout mettre au service du retour sur investissement. Et ça, c'est un des types de modèles de fonds qui est en train de se développer dans l'impact investing aujourd'hui. Et d'ailleurs, peut-être pour terminer, c'est pour ça qu'on retrouve aussi à l'origine de l'impact investing les philanthropes et les fondations, parce qu'en fait, les entreprises à impact, souvent, elles ont besoin de temps et d'un capital long terme. Donc aujourd'hui, les plus gros investisseurs en impact investing, surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe, ça reste quand même des fondations, des family office. En tout cas, c'était les premiers qui ont investi. On a parlé de la fondation Rockefeller en 2007, qui avait introduit le terme en 2007 aux États-Unis. Mais c'est vraiment ce capital de long terme qui manque aussi aujourd'hui, qui pose problème aussi à des VC plus classiques qui veulent se tourner vers le domaine. Ouais, non, c'est ça, c'était les premiers et maintenant il y a quand même de plus en plus d'investisseurs plus classiques qui s'intéressent à l'impact investing, et d'ailleurs peut-être que ça me permettra d'enchaîner sur la dernière question si ça vous va. Yes, stop. Ok. Du coup, à ce niveau-là, ouais, donc de plus en plus d'investisseurs plus classiques, donc les investisseurs institutionnels qu'on peut retrouver dans les VC classiques aujourd'hui s'intéressent tous aux fonds à impact et investissent tous dans des fonds impact. Vous allez retrouver tous les investisseurs institutionnels dans tous les fonds. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie transition qui est en train de s'opérer, en tout cas au niveau des fonds de VC. Mais je voulais aussi dire que l'impact investing, ça concerne pas que les fonds de venture capital, ça concerne aussi les fonds plus gros de private equity, et ça concerne d'autres types de classes d'actifs. Et donc, l'impact investing, c'est aussi un changement global de la finance qui est en train de se faire aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a pu en fait observer pendant le projet, depuis le début du projet Road to Impact. Ça fait presque 1 an et demi maintenant qu'on travaille sur le sujet et qu'on a rencontré beaucoup de monde dans le monde de l'impact investing et de la finance classique aussi, qui commence à s'intéresser de plus en plus au sujet, notamment tous les fonds de VC classiques, beaucoup de fonds de VC classiques comme Serena lancent aujourd'hui leur fonds impact. Goldman Sachs a lancé son fonds impact, BlackRock a lancé son fonds impact. Tous les acteurs commencent à lancer leur fonds impact et derrière ça, en fait, il y a des vraies raisons à cette transition. Je pense que la première raison, c'est tout ce qui est lié donc à l'état d'urgence climatique qui a vraiment fait changer les choses, même si le social reste très important dans l'impact. Ça existe depuis longtemps, les stratégies sociales, mais c'est vraiment l'environnement qui a créé ce shift-là. Et il y a des changements aussi au niveau de la réglementation qui sont faits, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais il y en a de plus en plus au niveau européen qui sont en train d'être mises en place pour permettre à l'écosystème financier de changer, notamment sur les enjeux ESG, mais il y a aussi des réglementations sur l'impact qui sont en train d'arriver. Et en fait, cette transition, elle se fait aussi parce que les business models à impact, à l'avenir, vont être ceux qui seront le plus attractifs au niveau des consommateurs, au niveau des investisseurs, mais aussi au niveau de l'attraction des talents. On l'a vu avec toutes les écoles en ce moment qui sont en train de faire leur remise de diplôme, que ce soit HEC, Polytechnique, AgroParisTech, tous les étudiants sont en train de dire qu'il faut changer les business models et les structures de notre manière de fonctionner. Donc, il y a énormément de choses qui se passent à ce niveau-là. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi que tous les fonds ne seront pas des fonds à impact. Il y a aussi les fonds ESG qui vont s'intéresser à toutes les externalités négatives des entreprises classiques. Donc ça, c'est une grande partie de la finance qui est en train de changer et de s'adapter aux critères ESG. Mais on peut quand même noter que
comme je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'acteurs qui sont en train de s'intéresser au domaine, notamment des acteurs de la finance classique. Et donc, il y a une transition qui est en train de se faire et que du coup, les choses vont quand même dans le bon sens. Mm. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Melchior ou Tanina, sur le sujet. Moi, je voulais juste peut-être, enfin, je te suis totalement et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et je pense que c'est une chose qu'il faut retenir et qui est importante, c'est vraiment que l'impact investing, c'est pas un secteur d'investissement, c'est une approche d'investissement. Et à partir de là, on peut vraiment l'appliquer à toutes les classes d'actifs, donc que ce soit privé, coté, non coté, et un petit peu toutes les pratiques d'investissement. Et forcément, elle va s'appliquer différemment. Mais l'objectif, c'est pour chaque classe d'actifs, je pense, de développer des approches qui soient les plus intentionnelles, les plus long terme possibles et qui ont le plus d'impact possible. Donc, aujourd'hui, il y a des débats où non, mais on ne peut pas avoir d'impact si on investit dans des entreprises privées. Certes, l'impact sera pas le même qu'en investissement dans une entreprise, dans les entreprises publiques. L'impact sera peut-être pas le même lorsqu'on investit dans des entreprises publiques que dans des entreprises privées. Je crois qu'on a... Mais ça reste quand même important de développer cette approche-là dans toutes les classes d'actifs. Et c'est comme ça on pense qu'on réussira une transition de la plupart des acteurs et une vision différente de la finance. D'accord. Merci beaucoup, Sadnina. On a une question pour toi, Melchior. Et du coup, si ça te va, Melchior, je te propose de... Et si ce serait possible de revenir sur la sortie des fonds. Ouais. Si tu peux revenir sur ce point-là rapidement. Ouais, je crois que Tanina, du coup, tu voulais compléter là-dessus sur les solutions pour pérenniser l'impact au-delà de l'horizon de sortie. Ouais, j'avais juste parlé rapidement de la possibilité de mettre en fait dans la term sheet, c'est en fait les termes de base et les conditions dans lesquelles l'investissement se fait. En fait, les investisseurs peuvent en amont mettre en place des conditions concernant cet exit-là. Donc, pour faire en sorte que l'entreprise s'engage d'une certaine façon à ensuite avoir dans son capital des fonds impact ou en tout cas à réfléchir à des exits qui permettent de maintenir cet objectif-là. Et forcément, les fonds vont aussi, quand ils vont chercher à vendre l'entreprise à un autre fonds ou à une autre entreprise, ils ont leur mot à dire. Donc, ils vont essayer d'orienter l'entreprise vers des fonds ou des entreprises qui vont leur permettre de maintenir cette mission-là. Et puis, finalement, l'idée, c'est que ces questions-là, il faut les éviter. Les fonds essayent de les éviter en faisant les bons choix d'entreprise et en choisissant des entreprises dont les équipes de management et dont les entrepreneurs et fondateurs ont une vraie mission, sont dotés d'une vraie mission qu'ils vont poursuivre sur le long terme. Et c'est tout ce que j'ai. Sinon, j'étais totalement d'accord avec toi, Melchior, sur le fait que c'était un enjeu majeur pour les fonds, parce que une entreprise veut se développer, donc elle va aussi chercher à saisir toutes les opportunités de développement qu'elle peut trouver à certains moments. Ouais. Et justement, sur la mission, en fait, depuis la loi Pacte de 2019, le statut d'entreprise à mission a été créé. Alors, on peut trouver aussi des limites, mais personnellement, je trouve que c'est une bonne chose justement pour pérenniser la mission de l'entreprise au-delà d'un certain actionnariat, puisque c'est dans les statuts et donc les actionnaires sont redevables vis-à-vis de la bonne conduite de cette mission. Mais après, dans les faits, voilà, ça reste un enjeu au moment de la sortie ou quand il y a des désaccords avec les dirigeants, quand l'entreprise est dans une mauvaise posture, s'il y a un racheteur potentiel et que c'est l'unique à ce moment-là, la question se pose de est-ce que je vends ou non et à quel prix, sachant que peut-être derrière, la mission va être totalement diluée par le futur acheteur. C'est ça le gros risque, en fait.
Ok. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre encore, parce qu'il est déjà 13 h, c'est passé hyper vite. Est-ce qu'on peut prendre encore 2 minutes? Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et pendant que vous posez vos questions dans le chat, Melchior, est-ce que tu veux dire une phrase de conclusion sur tout ce qui a été dit? Une phrase de conclusion. Bah, moi, Reprendre les éléments saillants. Comme enfin, ouais, je pense que, donc, comme disait Tanina, il y a une vraie différence dans l'approche des fonds à impact par rapport aux fonds de VC classiques, qui est notamment d'essayer de chercher des entreprises qui contribuent réellement à la transformation de l'économie, notamment qui s'inscrivent dans la transition écologique et sociale, etc. Maintenant, voilà, il y a une grosse part d'interprétation qui est la première limite. Et on peut trouver d'autres limites, mais je pense que l'impact investing est en train de réellement se développer et c'en est qu'à ses débuts. Voilà, on parlait du fait que de plus en plus de fonds classiques s'y mettent. Et c'est pas uniquement parce qu'il y a trop de liquidités sur le marché, c'est pas uniquement parce que il y a un effet de mode, c'est aussi parce que en fait on va y être de plus en plus contraint par la réglementation. Et au fur et à mesure que les enjeux grossissent, deviennent de plus en plus connus, de plus en plus mesurés. Voilà, je parle évidemment des enjeux climat, énergie, biodiversité, etc. À mesure qu'on se rend compte que c'est des problèmes urgents, eh bien, on se rend compte que voilà, il faut de plus en plus allouer des fonds pour réellement contribuer à cette transition. Et donc, il y a un vrai enjeu pour les fonds impact de se différencier par rapport aux fonds de VC classiques. Il y a des bonnes pratiques qui existent, ils peuvent aller plus loin. Et je sais que ça a été un des sujets pour les fonds les plus militants avec lesquels j'ai parlé. Le fait d'essayer d'aller toujours plus loin, d'essayer de se démarquer de la concurrence, même si vous avez compris qu'en fait on co-investit ensemble, mais c'est un enjeu de rappeler que voilà, les enjeux restent les mêmes, sont toujours énormes, et donc il y a besoin de solutions à pousser, à financer, et les fonds impact sont une bonne option pour développer cette nouvelle économie. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire, notamment sur la réglementation qui pousse les fonds à changer de modèle. Mais je pense qu'il est aussi important de garder en tête que ça ne vient pas uniquement de la réglementation, mais que c'est aussi une question d'attractivité des entreprises. Et en fait, les modèles d'entreprises à impact, c'est des modèles de plus en plus attractifs. Et c'est vraiment les modèles qui vont faire les entreprises de demain, parce qu'elles attirent de plus en plus de consommateurs qui font attention à leur mode de consommation. Elles attirent de plus en plus de talents, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, elles attirent, dans ces deux cas, suite à ça, elles attirent des investisseurs, puisque c'est les entreprises les plus attractives. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un réel changement dans la finance, et notamment au niveau des fonds de venture capital. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, je vois, Mélina, que tu aimerais bien pouvoir continuer à cet échange parce que tu t'intéresses sur ce métier. Donc, n'hésitez pas. On va préciser après pour chaque association où est-ce qu'on peut être contacté pour pouvoir continuer les échanges. Et n'hésitez pas du coup à partager vos adresses email ou à vous ajouter sur LinkedIn. Il n'y a aucun problème, c'est aussi fait pour ça, les Indie Clubs. Et je passe à nos prochains rendez-vous et nos actualités. Donc, pour l'école Indigo et pour les Indie Clubs, donc on a eu hier un webinaire avec Gabriel Malek sur les 5 points pour éviter le greenwashing en entreprise. On a donc fait aujourd'hui un super Indie Club sur VC Impact versus VC classique. Et la semaine prochaine, on aura donc la présentation de l'école le 4 juillet. Le 5, on recevra Hervé Bégaud, qui est un expert sur le pilotage durable de l'entreprise et en particulier sur la comptabilité CARE. Je ne sais pas si on avait déjà entendu parler.
Et enfin, 26 juillet, on aura en invité Aude Leloche, qui nous parlera donc de la collaboration nécessaire entre direction finance et direction RSE. Donc ça, c'est pour les actualités de Indigo. Donc n'hésitez pas à nous suivre, soit sur LinkedIn, soit sur le groupe Meetup. Comme ça, vous pourrez être au courant des prochains événements. Et je laisse ensuite Melchior parler des prochains événements de l'association Reboot. Ce que j'ai mis, on a plein de prochaines étapes et tout à construire. D'abord, on va organiser un nouveau bootcamp en distanciel cette fois, avec 35 places à destination des étudiants qui se posent des questions sur à la fois le secteur de la finance et l'intégration des enjeux environnementaux dans le secteur de la finance. Voilà, on va ouvrir les inscriptions d'ici quelques semaines. Et ensuite, par rapport à nos autres missions, on est en train de construire un cercle de réflexion étudiant. On parle avec on est en train de nous intégrer dans des groupes de travail et voilà, on parle avec des différentes écoles pour promouvoir nos idées et on veut continuer à produire des études, des articles avec des partenaires. Typiquement, ça peut être Point Réveil écologique, ça peut être Indigo, ça peut être voilà, plein de partenaires différents, des écoles, des acteurs financiers. Et on veut continuer à produire du contenu pour aider les étudiants à se former et à s'informer à la fois sur les jobs à pourvoir en finance durable et notamment dans le VC Impact, mais pas que, et sur les meilleures formations sur ces sujets. Voilà. Top. Merci Melchior. Et je vous laisse, vous, Retour Impact, expliquer vos next steps. Ouais. Juste avant je te laisserai te présenter, Tanina, mais juste avant de présenter, ouais, n'hésitez pas à aller suivre la page LinkedIn Retour Impact où on a publié énormément d'articles sur tout ce qu'on a fait, tous les acteurs qu'on a rencontrés, et vous pourrez retrouver sur la page surtout une grande partie des fonds qu'on a pu rencontrer et leurs différentes visions des choses et manières de faire, les bonnes pratiques. On parlait, Tanina, elles viennent de là. Donc, n'hésitez pas à suivre la page et à aller regarder un petit peu les articles. Voilà. Et peut-être sur les next steps, nous, du coup, là, on a deux étapes importantes qui arrivent à la rentrée. On travaille sur notre rapport parce qu'on a fait beaucoup de choses. On a écrit une 60aine de comptes rendus, plusieurs articles, plusieurs vidéos, un petit peu pour revenir sur nos rencontres. Mais on voulait un petit peu résumer tout ça sur un rapport qu'on espère finir cet été pour qu'il soit publié à la rentrée. Donc, on tentera de le faire publier dès que possible. Et pour ça, on organisera aussi à sa sortie un webinaire avec BPI France et France Invest pour présenter un peu ce qu'on a fait et les grands points du rapport. Et pareil, aussi en septembre, on sera à ProDurable, donc qui est un salon donc, des acteurs de l'économie durable. Et on sera là, on accompagnera BPI France sur sur une de leurs conférences, pardon. C'est déjà beaucoup. Et puis surtout, on est en train de réfléchir à la suite de Road to Impact et à comment on pourrait orienter notre mission, la rendre un peu plus concrète, de nouveau et toujours sur le terrain. Merci beaucoup Tanina et merci à vous tous d'être venus c'était vraiment un plaisir de faire ce deuxième Indie Club avec vous, c'était hyper sympa et hyper intéressant. Je pense que moi je n'ai pas mis de notes au moment où on a tous mis une note entre 1 et 5 mais je pense que j'aurais pu mettre 2 et là je pense que je suis passée à 3. Voilà.